La pluie tombait en fines aiguilles qui brouillaient la vitre de la fenêtre de mon appartement. Il était à peine 7 heures, trop tôt pour que quelqu'un frappe à la porte. Mais ils étaient là, ma mère, ma sœur Chloé, Étienne et les enfants. Des valises alignées sur les marches comme si elles avaient été déposées par un taxi, des pyjamas sous des vestes, des visages fatigués, et pas un seul appel la veille pour demander si c'était d'accord. Je suis resté immobile, le souffle coupé, à regarder depuis le palier du haut. Mon estomac s'est noué comme il le faisait toujours quand je sentais une tempête se préparer. Mais cette fois, je ne me dirigeais pas vers la porte. Je ne l'ouvrais pas. Puis je l'ai vu prendre son téléphone. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait m'appeler, me déverser son sermon directement dans l'oreille. Au lieu de cela, mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. Elle ne m'appelait pas du tout. Elle l'appelait lui. À travers la fente du rideau, je la regardais faire les 100 pas, la voix élevée pour couvrir le crachin. « Chérie, ta folle de fille ne veut pas nous laisser entrer. Nous sommes coincés dans les escaliers avec nos affaires. » Chaque mot m'était destiné. Même si elle les lui adressait, je sentais la chaleur me monter au visage, une piqûre plus vive que la pluie. Il ne suffisait pas que j'aie dit non. Maintenant, elle voulait qu'il me ramène de force au « oui ». J'imaginais presque mon père assis dans son fauteuil de bureau avec ce soupir silencieux, décidant déjà comment arranger les choses sans demander ce que cela me coûterait. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Son nom brillait sur l'écran comme si je savais déjà de quel côté il s'était rangé. La sonnerie dans ma main m'a ramené des années en arrière en un instant. Mon père avait toujours été l'intermédiaire, la voix qui venait après les cris de ma mère. Quand j'étais enfant, elle fixait les règles et les enfreignait quand ça l'arrangeait. Il se tenait derrière elle, hochant la tête, me disant « ça ne vaut pas la peine de se battre ». C'était son mantra, la paix à tout prix, même si le prix était le mien. Je me suis souvenu de la veille du bal de promo, quand elle a décidé que je ne pouvais pas y aller parce que la maison n'était pas assez propre. J'avais passé la semaine à jongler entre les devoirs et un emploi à temps partiel au café de la rue de Rivoli, et quand je me suis effondré sur le canapé, elle en a fait un verdict. Mon père m'a conduite à l'école le lendemain matin en silence, sans jamais me demander une seule fois si j'allais bien, marmonnant seulement que je devais laisser tomber parce que la contrariée gâcherait tout pour tout le monde. L'université n'a pas été différente. Pendant les examens finaux à la Sorbonne, elle m'a appelé 3 fois en une semaine pour garder les enfants de Chloé. J'ai dit que je ne pouvais pas, mais la voix de papa est alors intervenue sur le haut-parleur. Elle a juste besoin de toi pour un petit moment. Tu es doué avec eux, et ta mère est fatiguée. J'y suis allé. J'y suis toujours allé. Et la note que j'ai perdue ce semestre-là n'a jamais eu d'importance pour eux. Maintenant, debout dans mon propre appartement avec leurs ombres sur mon porche, je sentais le poids familier m'écraser à nouveau. La voix de ma mère, tranchante comme du verre, et mon père qui suivrait bientôt, plus doux, mais non moins contraignant. C'était le même scénario qu'ils avaient utilisé toute ma vie, elle exigeait, il insistait, et je cédais. La pluie dehors tapait régulièrement contre les fenêtres, comme pour marquer le rythme des battements de mon cœur. Je fixais le téléphone dans ma paume, son nom brillant comme un ordre. Mon pouce hésitait, sachant que répondre serait le premier pas vers la capitulation. Au lieu de cela, j'ai fait glisser le téléphone sur le comptoir et l'ai laissé vibrer jusqu'au silence. Les coups à la porte sont devenus plus forts, ponctués par la voix de Chloé qui essayait de paraître raisonnable. Je suis resté parfaitement immobile, réalisant que cette fois, je n'avais pas à bouger du tout. Par la fenêtre, j'ai regardé ma mère lever le menton plus haut. Sa voix s'est élevée juste assez pour traverser la rue. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque mot dans son téléphone n'était pas seulement pour mon père. C'était pour les voisins qui promenaient leurs chiens, pour quiconque jetait un coup d'œil depuis son porche. Nous sommes coincés ici sous la pluie, dit-elle en traînant les syllabes comme des chaînes, avec les enfants, avec tous nos sacs, et elle n'ouvre pas la porte. Un homme avec un parapluie rouge a ralenti près du trottoir, faisant semblant de regarder sa montre, mais écoutant en réalité. La performance de ma mère avait trouvé un public. Chloé se balançait d'un pied sur l'autre, chuchotant à Étienne, qui gardait les yeux au sol. Les enfants s'agitaient, l'un tirant sur la manche de Chloé, l'autre s'asseyant sur une valise. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de mon père, « Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-les entrer, c'est tout. » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, ma poitrine se serrant. Il n'avait pas été là il y a 2 semaines quand j'ai envoyé le message disant que j'avais besoin d'espace après l'intervention.
il n'avait pas été là quand j'ai supplié pour un mois de calme pour guérir, quand j'ai dit que je ne pouvais pas porter le poids de tout le monde pendant que j'essayais de me tenir sur mes propres jambes. Maintenant, il apparaissait, non pas pour demander comment je tenais le coup, mais pour me dire de me rendre. L'injustice était lourde, plus vive que le crachin qui striait la vitre. Ma mère savait comment tourner l'histoire, et mon père jouait le jeu en choisissant le chemin le plus simple, ma soumission. Ensemble, ils ont fait de moi la personne déraisonnable, la fille égoïste qui se barricadait contre sa famille. Les voix à l'extérieur se sont de nouveau élevées, chaque phrase a un hameçon destiné à me ramener dans l'ancien rythme. J'ai appuyé ma paume à plat sur le comptoir, m'ancrant dans le calme de ma cuisine. Pour une fois, ce n'était pas moi qui frappais à la porte. Ce n'était pas moi qui expliquais à travers la vitre. J'ai surpris ma mère en train de lever les yeux vers la fenêtre, comme si elle me mettait au défi d'apparaître. Au lieu de cela, j'ai reculé dans le couloir, mon pouls régulier, attendant son prochain mouvement. Sa voix à l'extérieur s'est estompée en un bruit de fond alors qu'un autre souvenir me submergeait. C'était il y a 5 ans, une nuit de février où une pneumonie m'avait laissé grelottante sous les couvertures, les côtes douloureuses à chaque respiration superficielle. On m'avait dit de ne pas quitter ma chambre, de me reposer, d'éviter le stress. Mais cette nuit-là, la musique martelait à travers les murs. Des rires se déversaient dans le couloir, et l'odeur de graisse de pizza et de vin bon marché s'infiltrait sous ma porte. Je me suis traîné hors du lit, une couverture enroulée autour de mes épaules, et j'ai trouvé le salon plein d'étrangers. Ma mère se tenait au centre comme une reine, un verre à la main, souriant comme si de rien n'était. Ce ne sont que quelques amis du travail, dit-elle en me congédiant d'un geste de la main quand je lui ai demandé ce qui se passait. Mon orchidée avait été poussée dans un coin, les coussins du canapé déplacés pour faire de la place à une table pliante couverte d'assiettes en carton. Et il y avait mon père, appuyé près de la cheminée, hochant poliment la tête à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a vu, a vu la sueur sur mon front, le tremblement de mes mains, mais son regard s'est détourné. Pas un mot, pas même un regard qui reconnaissait l'état dans lequel j'étais. Il est resté silencieux jusqu'à ce que le dernier invité parte. Et quand je lui ai demandé plus tard pourquoi il n'avait rien dit, il s'est juste frotté la tempe. Ça ne valait pas la peine de se battre. Cette phrase m'avait suivi comme une ombre depuis. Ça ne valait pas la peine de se battre. Quand ma mère criait, quand elle mentait, quand elle exigeait plus que ce que j'avais à donner, son silence maintenait son trône debout. Debout dans ma cuisine maintenant, les voix à l'extérieur se faisant plus insistantes, j'ai réalisé que la trahison n'avait jamais été seulement la sienne. C'était la leur. Elle prononçait les mots, mais il les portait en silence, solide comme la pierre. Le poids des deux s'abattait jusqu'à ce que je sente ma mâchoire se crisper. À travers la fenêtre striée de pluie, ma mère gesticulait largement, tirant Chloé plus près comme une machiniste dans sa performance. J'ai fermé le rideau d'un mouvement sec, mettant fin à son théâtre. La cuisine est redevenue silencieuse, et pour la première fois ce matin-là, j'ai expiré sans trembler. Le calme m'a tenu, me préparant à ce que je savais allait suivre. L'après-midi suivant, la pluie s'était calmée en une brume lorsque j'ai entendu frapper légèrement à ma porte arrière. Ce n'était pas le rythme martelant de ma mère, mais un coup prudent. Je l'ai ouverte pour trouver Inès, ma vieille amie de l'université, tenant un sac en papier de pâtisserie. Elle habitait à 2 rues de là maintenant, et bien que nos chemins ne se croisaient qu'occasionnellement, elle avait toujours le don d'apparaître au bon moment. Elle est entrée, posant le sac sur le comptoir. « Ton Porsche était une scène hier », dit-elle doucement. La moitié du quartier chuchotait. Je n'ai pas répondu. Mon silence a dû lui en dire assez car elle a continué en baissant la voix. J'ai vu autre chose aussi. Chez Chloé, de nouvelles personnes emménageant avec un gros SUV. Des plaques de Paris, des chaises de plage, des glacières. On aurait dit qu'ils s'installaient pour l'été. J'ai vérifié l'annonce plus tard. C'est sur Airbnb. 2 mois bloqués. Ces mots m'ont frappé plus fort que les coups à la porte. 2 mois. Pas une semaine. Pas une urgence de week-end. Ce n'était pas un chaos de dernière minute. C'était un plan. Ma mère et Chloé avaient loué la maison, empoché l'argent, et décidé que je serais l'alternative gratuite. Les yeux d'Inès cherchaient les miens. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? J'ai secoué lentement la tête, la trahison vive dans ma poitrine. Et puis un autre détail est revenu en force, la voix de mon père au téléphone, la façon dont il n'avait pas semblé surpris, seulement fatigué. Il avait su. Il avait su et n'avait rien dit,
me laissant le découvrir en étant acculé. Le silence entre Inès et moi s'est étiré, rempli seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai finalement marmonné, il voulait que je porte tout ça. Tout. Et il les a laissés faire. Inès a touché légèrement mon bras. Alors ne le fais pas, sa certitude m'a surprise, mais c'était comme de l'air après la noyade. J'ai fermé le sac de pâtisserie, l'appétit disparu, mais ces mots sont restés. Pour la première fois, je me suis permis de croire que je pouvais refuser. Cette nuit-là, j'ai vérifié mes serrures 2 fois avant de me coucher, pensant déjà à ce que je devais changer d'autre. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de location d'un immeuble en briques dans le nord du Marais, signant mon nom sur page après page. Le stylo semblait lourd dans ma main, mais pas de crainte, plutôt de certitude. Je vivais ici depuis 6 mois déjà, en sous-location d'un collègue, mais aujourd'hui, le bail était à moi seul. Le nom de personne d'autre, pas de co-signataire, pas d'ombre de permission planant sur moi. Le gérant a glissé la copie finale dans un dossier et l'a tendue à travers le bureau. « Bienvenue officiellement », dit-il. J'ai hoché la tête, le glissant sous mon bras comme une armure. Cet après-midi-là, j'ai appelé un serrurier, le regardant remplacer le peine dormant. J'ai pensé au mot d'Inès, à la simplicité avec laquelle elle avait fait paraître les choses. Alors, ne le fais pas. Les limites n'étaient pas égoïstes, ai-je réalisé. Elles étaient une question de survie. Chaque serrure s'est enclenchée avec une finalité que je n'avais jamais osé revendiquer auparavant. Pendant des années, j'avais laissé les besoins de mes parents s'infiltrer dans tous les coins de ma vie. Maintenant, pour la première fois, je fermais les miens. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé pendant que le serrurier partait, le calme de mon appartement me stabilisant. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, le nom de mon père à nouveau. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, avant de répondre. Alix, commença-t-il, la voix basse, fatiguée. Ta mère dit que ça va trop loin. Ne nous embarrasse pas, laisse-les juste rester un petit moment. Nous embarrasser. Les mots ont atterri comme des pierres. Il ne s'agissait pas de moi, de ma guérison, ou de la vérité de ce qu'ils avaient fait. Il s'agissait des apparences, de maintenir l'image de la famille lisse pendant que j'en payais le prix. J'ai fermé les yeux, calmant ma respiration. Papa, ils ont loué la maison de Chloé. Ils ont planifié ça. Tu le savais. Silence. Puis un soupir. C'est compliqué. Non, dis-je fermement. C'est simple. Je ne peux plus être la solution. Il n'a pas argumenté, mais son silence avait le même poids que toujours, une absence qui se rangeait de son côté. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse m'aplatir. La bouilloire a sifflé, vive et claire. J'ai versé l'eau, laissant la vapeur monter, remplissant l'air de quelque chose de propre. Pour la première fois, j'ai senti que la porte entre nous n'était pas fragile. Elle était verrouillée, et la clé était la mienne. Cette nuit-là, j'ai laissé le dossier du bail sur la table, non ouvert, mais solide, un rappel de la vie que je construisais enfin sans leur permission. Le soir suivant, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Et cette fois, quand j'ai répondu, leurs voix se sont unies. Mon père m'avait mise sur haut-parleur. Je pouvais entendre le grattement d'une chaise, le souffle court de ma mère. Puis ces mots se sont déversés rapidement. Tu punis les enfants, Alix. Ils n'ont rien fait de mal. Tu les entends pleurer? C'est de ta faute. Son ton était sec, taillé pour blesser. J'étais assise à ma table de cuisine, les yeux fixés sur le dossier avec mes papiers de bail. Ma main tremblait, mais pas de peur. La colère la stabilisait. Je ne punis personne, dis-je lentement. Je me protège. Tu devrais essayer. Il y eut un temps de silence, puis le son de ma mère qui se moquait. C'est égoïste. La famille ne ferme pas les portes. La famille aide. Je me suis penché en avant, pressant le téléphone contre mon oreille. La famille ne ment pas non plus. Vous avez loué la maison de Chloé et fait semblant d'être coincé. Vous m'avez jeté ça dessus et pensé que je céderais. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'utilisation. Pour une fois, ma mère n'a pas eu de réponse rapide. Je l'ai entendu bouger, le faible craquement du parquet. Mon père s'est éclairci la gorge. Alix, calme-toi. Ça a dégénéré. On peut arranger ça discrètement. Discrètement. Le mot m'a enveloppé comme un filet.
C'était toujours sa réponse. Arranger les choses. Maintenir la paix. Ne pas faire de vagues. Son silence d'hier, son silence d'il y a 5 ans, son silence à chaque fois qu'elle me rabaissait, tout cela se rassemblait dans cette seule demande. Papa, dis-je, ma voix tremblant maintenant, mais claire. Ton silence est juste un autre oui pour elle. Si tu ne me défends pas, alors arrête de me demander de me défendre moins. À l'autre bout, rien. Juste un léger bruit de pas, le son de quelqu'un couvrant le récepteur. Puis le souffle de mon père, rauque, déchiré entre nous. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse choisir. L'appartement est retombé dans le silence, le seul bruit étant le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai posé le téléphone, le pouls battant la chamade. Mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai attrapé le dossier et l'ai ouvert, prêt à affronter la suite. À l'intérieur du dossier se trouvait plus que mon bail. J'avais rangé des enveloppes après la mort de ma grand-mère, des papiers que je n'avais pas ouverts depuis des mois parce que je n'avais pas voulu raviver la douleur. Cette night-là, je les ai étalés sur la table un par un. Les documents de la succession étaient soignés, son écriture encore ferme dans les marges. Pendant des années, j'avais cru que ma mère contrôlait tout, qu'elle détenait les clés des frais de scolarité, de la vieille maison sur l'île de Ré, de chaque décision qui nous touchait. Elle avait parlé avec une telle certitude, et mon père ne l'avait jamais corrigée. Son silence était devenu vérité. Mais c'était là, noir sur blanc. Les comptes dont ma mère se vantait n'étaient pas du tout à son nom. La fiducie pour les enfants de Chloé avait été réattribuée à ma cousine, Léa. La directive médicale nommait Martine Dubois, une voisine en qui ma grand-mère avait plus confiance qu'en sa propre fille. L'acte de propriété de la propriété de l'île de Ré était toujours intact, mais la clause en dessous était sans équivoque, cette propriété ne sera transférée à aucun héritier qui ne respecte pas les limites déclarées du titulaire de la succession. J'ai passé mon doigt le long de la ligne, la gorge serrée. Des limites inscrites dans la loi. Ma grand-mère avait vu ce que je n'admettais que maintenant, que la fin de ma mère consumerait tout si on la laissait faire. Elle avait écrit sa défense à l'avance. Silencieuse, mais définitive. J'ai pensé à mon père alors. Toutes les fois où il avait dit « c'est compliqué ». Toutes les fois où il avait choisi de ne pas intervenir. Il avait laissé son histoire tenir, me laissant croire qu'elle avait l'autorité. En vérité, il l'avait abandonnée par inaction, le poids de son silence la laissant sans contrôle. J'ai de nouveau empilé les papiers proprement, mais leur signification ne semblait plus cachée. Ma grand-mère avait déjà tracé la ligne pour moi. Je n'avais qu'à décider si je continuais à me tenir dessus. Le bourdonnement du réfrigérateur a rempli la pièce alors que je fermais le dossier, sachant déjà que la prochaine étape serait plus profonde que les mots. Les appels ont cessé après cette nuit-là. Plus de téléphone vibrant sur le comptoir. Plus de SMS me demandant ce que je faisais ou m'ordonnant de déverrouiller la porte. 3 jours se sont écoulés, chacun plus silencieux que le précédent. Et pour une fois, je n'attendais pas la prochaine interruption. Au début, le silence semblait contre nature, comme la pause avant une tempête, mais il ne s'est pas rompu. Je me réveillais chaque matin au son des mouettes venant de la Seine et au faible bourdonnement des bus qui commençaient leurs itinéraires sur le boulevard Saint-Germain. Le bruit appartenait à la ville, pas à mes parents. Et je les laissais s'installer autour de moi. Je me suis fait du café comme je l'aimais, fort, sans sucre, personne ne fronçant le nez devant l'amertume. Je mangeais quand j'avais faim, pas quand quelqu'un d'autre attendait un repas. Même l'air à l'intérieur de mon appartement semblait plus léger, aucune tension ne pressant contre les murs. Pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas par-dessus mon épaule pour leur approbation. Le soir, je m'asseyais avec le dossier toujours sur la table, non ouvert, mais stable. Savoir qu'il était là suffisait. Les mots à l'intérieur ne me menaçaient plus. Ils manqueraient. Ma grand-mère avait écrit une vérité que mes parents ne pouvaient pas effacer, et j'avais choisi d'y entrer. Le 3e soir, j'ai complètement arrêté de vérifier mon téléphone. Si leur nom apparaissait sur l'écran, cela n'avait plus d'importance. Leur silence n'était pas une punition. C'était un espace. Et dans cet espace, je pouvais enfin entendre mes propres pensées sans qu'elles soient noyées. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières, et je suis resté dans le silence de mon appartement, consciente que le prochain choix serait le mien seul. Le dossier du bail était ouvert sur la table. Et cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai signé chaque page lentement, en appuyant assez fort sur le stylo pour que les traits laissent des sillons dans le papier.
Pas de cosignature de mon père, pas de mère planant au-dessus de mon épaule, pas de conditions cachées dans les marges. C'était mon nom seul, écrit proprement et fermement. Quand le gérant m'a remis les clés, le poids du métal dans ma paume ressemblait à une promesse. J'ai de nouveau traversé l'appartement, chaque pièce résonnant de possibilités. Les murs étaient nus, les fenêtres striées, mais le vide ne semblait pas solitaire. Il semblait mérité. J'ai accroché une seule photo au mur, non pas de mes parents, mais de ma grand-mère debout dans son jardin, la lumière du soleil traversant son visage. Elle avait connu le coup du silence, et elle avait choisi d'inscrire des limites dans la permanence. Je ne faisais que suivre son exemple. Pendant des années, on m'avait dit que la famille était une obligation, que dire non était une trahison, que le sacrifice prouvait l'amour. Mais assise dans mon propre salon, les papiers du bail empilés à côté de moi, je voyais les choses différemment. La famille devrait être choisie, pas endurée. L'amour ne devrait pas être une monnaie échangée contre la conformité. La pluie a recommencé à tomber dehors, un léger tapotement contre la vitre. Je me suis blotti dans le fauteuil près de la fenêtre, le café refroidissant sur la table, les clés reposant toujours dans ma main. Les voix qui remplissaient autrefois tous les coins de ma vie avaient disparu, remplacées par le calme constant de ma propre création. J'ai regardé la porte, sa nouvelle serrure brillant faiblement à la lumière de la lampe, et j'ai senti la vérité s'installer. Je les avais prévenus, et cette fois, j'ai tenu parole.